Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite de tout cœur, mais de tout cœur, et vraiment que ça aille très très vite, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être en forme, d'avoir la santé à la fois physique et psychologique. Je t'explique vite fait les raisons de mon absence. Alors, il faut savoir que j'ai déménagé. Dans une de mes dernières vidéos, je t'expliquais que j'étais en train de faire des paquets de bonbons pour mon fils à l'école parce que je changeais de ville pour des raisons professionnelles. Mon chéri avait trouvé du travail dans une nouvelle ville. Moi, n'ayant pas de travail, sortant d'une maternité, je venais tout juste d'accoucher. On a préféré partir parce que je n'avais franchement pas d'attache professionnelle dans la ville dans laquelle on était et même familiale, vu que tu sais que je suis étrangère en France, donc je n'ai pas forcément de proches. On est parti, on est arrivé dans une nouvelle ville, dans un petit village. Mais quand je dis petit village, c'est vraiment un petit village, une ville plus petite que la ville là où on était de base. Il a fallu un temps d'adaptation, ce n'était pas évident, ce n'était pas facile. J'étais à la maison avec les petits en longueur de journée. Pour niveau, on va dire comment, santé psychologique, c'était pas le top. J'avais ni envie de filmer, ni envie de parler. Voilà, c'est pas un aspect que je voulais te montrer, d'autant plus que je t'avais déjà parlé un peu de un des aspects de l'expatriation qui est la solitude. Moi, c'est un aspect de ma vie que je n'avais jamais vécu tout le temps où j'étais en Afrique. J'étais toujours, mais toujours, je dis bien toujours entourée. Et ici, c'est pas le cas. Et il y a aussi le fait que j'arrivais dans un nouvel environnement, une nouvelle maison où il fallait que je m'imprègne de cette maison. Tu sais, moi, j'ai du mal à me détacher des choses. J'étais déjà très attachée à l'autre maison. Mon fils, il y avait son adaptation à l'école parce qu'il a changé d'école. Il connaissait pas les nouveaux amis. C'était très, très compliqué. Je culpabilisais de lui avoir fait changer d'école. Mais si, c'était pas facile aussi dans le sens où on est arrivé dans un quartier, dans un village majoritairement blancs, où ils n'ont pas cette culture de la différence. Quand je passe quelque part dans les rues, ou même mon fils, il est le seul noir, on va dire, de sa classe. Il est métis, mais c'est clairement le seul dans la classe. Et moi, déjà, de par mes principes, du fait que je suis noire, je n'ai pas envie que mes enfants soient seulement dans un environnement blanc, parce qu'ils ne le sont pas et ils ne le seront jamais. Ils sont métis, ils sont noirs pour certains. Donc, je voudrais qu'ils grandissent dans un environnement où il y a toutes les cultures, en fait, où on côtoie toutes les nationalités, les blancs, les noirs, les jaunes. Donc, c'est un aspect qui m'a beaucoup aussi fait réfléchir lorsqu'on est arrivé dans cette nouvelle maison et dans cette nouvelle ville. Parce que j'ai tout de suite vu la différence entre la grande ville où on était, où c'était assez cosmopolite, où il y avait tout le monde. Et ici, où quand je passais même pour poser mon fils à la maternelle, tout le monde me regardait comme si j'étais un monstre ou un zombie. Donc, je n'ai pas trop compris. Ça m'a un peu troublée. Mais bon, on ne vit pas pour les gens, donc on n'allait pas se barrer parce qu'on ne plaisait pas forcément aux normes du village ou de la localité. On est resté et puis j'ai continué à vivre avec les enfants à la maison tout en envoyant des candidatures parce que, je vais dire, après autant d'investissement en capital humain, je ne me voyais pas passer toute ma vie assise à la maison à changer des couches ou à attendre que les enfants grandissent pour aller travailler. Donc, j'envoie un peu des candidatures ici et là et j'ai eu la chance de trouver une opportunité professionnelle où je suis aujourd'hui. Ça permet de sortir de cette spirale de solitude dans laquelle je vivais, malgré le fait que je suis en couple et que mon chéri rentrait tous les soirs. Je restais quand même plus de 6 heures de la journée avec les enfants enfermés dans la maison, dans une ville où je ne connais personne et avec des regards très indiscrets des gens qui ne sont pas forcément familiers à la différence. Et c'était très compliqué cette période pour moi. Aujourd'hui, elle est bien loin parce que j'ai pris mes armes. J'essaie de préparer mes enfants à ce choc identitaire auquel ils vont être forcément victimes un jour dans leur vie. J'essaie de les préparer à ça. Et à côté, j'ai trouvé du travail où tout se passe bien. Alors, tant mieux en fait. Et aujourd'hui, je peux te revenir en t'expliquant que oui, j'ai passé cette période très difficile. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pris le courage. J'ai eu la force de prendre mon téléphone pour te parler parce que ça va mieux, ça va mieux. Et en plus, je suis en vacances, c'est les vacances, je crois, de la Toussaint. Et donc, j'ai pris une semaine de repos. Donc voilà, c'était un peu tout pour la petite introduction, pour que tu puisses comprendre pourquoi j'étais absente. Parce que c'est quand même important de te faire
de t'expliquer, hein, de te donner une explication à mon absence. C'est important, tu t'es engagé, tu me suis. Et si tu ne me suis pas et que tu me découvres, sache que moi c'est Flavie. Ici, je te partage mon quotidien d'étrangère en France et beaucoup de ma vie de maman. Entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, en fait, je voudrais qu'on parle de mon expérience capillaire. Oui, je voudrais qu'on parle de mes cheveux parce que c'était un peu la galère. La galère parce que, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai beaucoup stressé ces derniers temps, mais vraiment stressé. Et j'ai commencé à avoir des plaques qui apparaissaient sur mon cuir chevelu, des grosses plaques. Et quand je grattais et tout, ça tombait comme de la poudre. C'était dégueulasse. Je pouvais me laver la tête 5 à 6 fois par semaine. Ça ne suffisait pas. J'avais toujours l'impression que le cheveu était sale et ça démangeait. Je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce que je tombe un jour sur une vidéo où on parlait de dermatite séréboïque. Je ne sais pas si j'emploie le bon terme, mais voilà, c'est un terme comme ça pour désigner en fait l'affection que j'avais sur le cuir chevelu. Et généralement, c'est lié au stress. C'est lié au stress et je me rends bien compte que c'est lié au stress puisque depuis que j'ai trouvé un équilibre dans ma vie, j'en ai de moins en moins. C'est pas terminé, mais j'en ai de moins en moins. Alors, j'ai également utilisé un shampoing qui se vend en pharmacie. Je te mettrai le nom quelque part sur la vidéo. Si je le retrouve, ce shampoing, je t'en promets rien. Il est dans ma douche. Je l'ai utilisé, je crois, pendant 6 lavages. À chaque fois que je me lavais les cheveux, il faut déjà savoir que le cheveu de type afro ne demande pas le même traitement que le cheveu de type européen, en fait. Moi, je ne peux pas me permettre de me laver les cheveux 5 à 6 fois dans la semaine comme je le faisais parce que j'avais les pellicules qui tombaient à chaque fois. Je ne peux pas parce que ça m'abîme le cheveu. Donc j'ai complètement arrêté et depuis que j'ai trouvé quand même ce shampoing, je trouve que ça m'a hyper bien soulagée. Alors ça a commencé comment cette dermatite séréboïque? Ça a commencé que j'en avais un tout petit peu déjà de base avant la naissance de ma fille parce que c'est là que je pense que le stress avait commencé quand j'ai perdu mon premier emploi. J'avais un peu des pellicules qui sortaient ici et là et à côté de ça il faut aussi savoir que l'eau ici en France est très calcaireuse. Je ne sais pas d'où ça vient ni pourquoi, mais quand je suis arrivée, j'ai vu que j'avais beaucoup de personnes afro qui conseillaient de se laver les cheveux avec de l'eau minérale. Donc c'est ce que je faisais pendant un temps, mais on sait tous que c'est un budget. C'est un gros budget que je n'ai pas pu supporter. Donc, j'ai arrêté ça et j'utilisais de l'eau du robinet comme tout le monde. Là, ça prenait de l'ampleur de plus en plus, mais j'ai toujours négligé. À un moment donné, je me suis dit, bon, il faut quand même que je consulte parce que là, ça commence à devenir un peu sérieux. Sauf qu'au moment où je décide de consulter, je tombe encore sur un autre problème. C'est le fait que je ne trouve pas de dermatologue pour me consulter. Quand je regarde un peu sur Doctolib, ici et là, les dermatologues, tu vois, les délais de consultation sont hyper longs. Quand tu vois un peu les délais de consultation, tu te dis, oh, bah, je vais attendre, mais je ne sais même pas quelle coiffure j'aurai ce jour-là. Est-ce que je vais enlever les coiffures? Comment je vais faire et tout. Et parfois, dans la ville où j'étais, il n'y avait pas de consultation. Il fallait que je monte sur Paris. Et je ne suis jamais montée sur Paris, j'ai jamais pris de consultation parce que j'ai déjà vu aussi beaucoup de témoignages de jeunes femmes afro qui disaient qu'elles se font consulter par des médecins et tout, qui ne connaissent pas leur typologie de cheveux, qui ne connaissent pas leur typologie de peau. Je me suis dit, hey, je ne vais pas monter dans les embouteillages de Paris, faire 2-3 heures de route pour aller me taper en plus un praticien qui n'est pas à l'aise avec ma peau, qui n'est pas à l'aise avec mon cuir chevelu, qui ne sait pas comment le traiter en fait. C'est tellement compliqué, tellement complexe quand on vit à l'étranger, surtout quand on vit dans un pays à dominance blanche parce que les praticiens, eux, ils sont orientés en fait vers les problématiques des peaux caucasiennes plutôt que vers les problématiques d'autres peaux. C'est triste, mais voilà, c'est une réalité et c'est la réalité dans laquelle on vit. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas qu'il faut continuer comme ça, je ne dis pas qu'il faut changer ça. Je ne suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit, je te fais juste ici un état des lieux de mon expérience à moi. C'est dommage dans le sens où il y a de plus en plus de médecins africains qu'on retrouve dans les cabinets, dans les hôpitaux. Il y a de plus en plus de médecins étrangers qui, eux, s'adaptent aux malades. Mais pour les médecins qui sont européens, ils ont du mal à s'adapter aux problématiques des peaux noires. Je t'en parle d'autant plus que quand je suis arrivée là, ici, dans cette nouvelle ville, on est tombé malade, mes enfants et moi sommes tombés malades. Je suis rentrée dans une pharmacie.
pour demander des médicaments et pour faire une téléconsultation. Sauf que avant de faire cette téléconsultation, je devais faire, je crois, un test pour voir si j'avais de l'angine ou je ne sais pas trop quoi. Déjà, quand je suis rentrée, l'infirmière, et que je lui ai dit que je venais faire une téléconsultation et qu'elle se rendue compte qu'il y avait le test à faire, je l'ai vu comment elle m'a regardé et elle s'est décomposée en fait. C'est comme si elle se disait, wow, comment elle va réussir à traiter cette patiente en fait. Parce que soit elle n'a pas l'habitude, soit clairement elle ne veut pas, parce que quand elle me regarde, je ne suis pas le type de patient qu'elle peut traiter en fait. Donc c'est souvent un peu les incidents que j'ai rencontrés depuis qu'on est dans cette petite ville. C'est vraiment une méfiance complète pour les personnes noires, ou je ne sais pas si c'est de la méfiance ou c'est limite du racisme. Je vais essayer de tempérer et de me dire que bon, c'est sans doute de la méfiance parce que ces personnes ne connaissent pas les thématiques, les problématiques des peaux noires, et donc ils ne savent pas comment les traiter, ce qui je trouve complètement absurde et dommage, dans le sens où quand on fait vocation de devenir infirmière ou qu'on fait vocation de devenir médecin, on doit s'attendre à pouvoir traiter tous les patients venant de tous les horizons. Bon, ça c'est un autre débat. Donc, pour revenir sur mes cheveux, j'ai commencé à avoir ces plaques. Je me suis dit que c'était du psoriasis parce que j'en ai déjà fait du psoriasis quand j'étais étudiante. J'avais des plaques qui sortaient sur le corps du fait du stress. Je me suis dit que c'était ça et que c'était monté jusqu'à ma tête, jusqu'à ce que je tombe sur la vidéo d'une fille qui me parlait de dermatite séborrhéique et de comment elle s'en était débarrassée. Du coup, j'ai regardé sa vidéo. Et voilà, j'ai essayé de me renseigner sur les choses qu'elle avait utilisées, et la routine qu'elle avait mise en place, et de l'appliquer moi dans ma vie pour voir sur mon cheveu, pour voir si ça me correspondait tout simplement, parce que j'avais déjà tenté de me laver les cheveux, comme je te disais, quand j'étais étudiante, à de l'eau minérale, parce qu'il y a tout le monde qui le faisait et me disait que c'est le mieux à faire pour mon type de cheveux. J'ai vu que ça n'avait rien donné, j'étais repassée à de l'eau normale, ça avait amplifié les choses, c'était pire. Après mon accouchement, je me suis même rasé la tête, j'avais carrément la boule à zéro. J'ai demandé à mon chéri de me raser la tête parce que je pensais que c'était qu'il fallait enlever le cheveu abîmé pour que le nouveau cheveu puisse repousser. Je me pensais aussi que c'était peut-être les hormones de grossesse, mais ce n'était rien de tout ça, c'était surtout mon stress. Donc, je suis partie à la pharmacie sous les conseils d'une youtubeuse qui parlait d'un shampoing. Attends, je vais te le montrer. C'est un shampoing qui se vend sans prescription médicale, mais il faut très bien lire la notice parce que je me souviens même plus. Je crois que je vais le laisser reposer pendant 10 minutes sur mon cuir chevelu avant de le laver, avant de le rincer et tout ça et de passer à autre chose. J'ai fait ça pendant 6 fois, pendant 6 lavages, sachant que je me lavais les cheveux toutes les 2 semaines. Parce que mon cheveu afro n'a pas besoin d'être lavé tout le temps. Et surtout, il y a quelque chose que je ne faisais plus. Parce que, comme je te disais, quand je venais à peine d'arriver ici en France, j'essayais de suivre les conseils que les personnes afro vivant sur le territoire français me donnaient par rapport aux soins et à l'entretien des cheveux. Et j'avais beaucoup de conseils. On nous disait que le cheveu afro est très sec, donc il faut éviter de le laisser à sec. Qu'après le lavage, il faut éviter d'utiliser un sèche-cheveux pour sécher les cheveux. Il faut les laisser sécher à l'air libre et si possible se mettre une huile et tout le temps que le cheveu sèche, etc. Donc c'était vraiment ça ma routine, c'est que je me lavais toujours les cheveux. Je mettais mon huile végétale Aromazone et je laissais sécher toute seule. Et j'avais remarqué que depuis que je faisais cette routine-là, la dermite séborrhéique augmentait en fait. Il y en avait de plus en plus sur ma peau, à la tête. Ça ne touchait que la tête. Bien, les cheveux désormais, je ne les laisse plus mouiller du tout parce que apparemment c'est une levure. C'est une levure que notre corps sécrète et donc cette sécrétion nous fait produire du sébum en excès, et donc quand c'est rajouté à du stress, c'est la totale quoi. J'essaie de réduire mon stress, chose qui n'est pas évidente et que je sais qui ne sera pas non plus évidente pour toi parce que le stress, c'est pas nous qui le commandons, hein. Mais voilà, j'ai réduit mon stress, j'ai utilisé le shampoing et désormais je me sèche les cheveux après chaque lavage. Plus question de me laisser les cheveux mouillés et de les laisser sécher eux-mêmes. Parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas une routine qui me convenait en fait. Donc je fais cette vidéo vraiment pour te dire qu'aujourd'hui, moi je viens te parler de cette nouvelle routine
que j'utilise dans ma vie et qui m'a permis de sortir de cette dermatite séborrhéique. Mais elle ne sera peut-être pas adaptée pour toi et que c'est important pour toi d'écouter ton corps, d'écouter tes cheveux, d'essayer plusieurs choses et d'écouter et de voir ce qui s'adapte le mieux à tes cheveux. Il n'y a que comme ça que tu pourras trouver la solution. Et il n'y a que comme ça que tu pourras essayer de sortir de ce problème-là, sachant qu'on n'en sort jamais réellement parce que quand on l'a, bah, c'est une pathologie dont on n'en guérit pas. Hein. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de l'atténuer un tout petit peu. Et moi, c'est ce que je fais. Là, par exemple, je veux te dire, je ne me mets plus trop de perruques parce que j'ai remarqué aussi que quand je les mets, bah voilà, les cheveux sont étouffés à l'intérieur et voilà, ça ne favorise pas leur bonne santé et ça revient en force. Moi, ça va faire plus de 4 semaines que je les ai plus, que je me démange plus la tête, que clairement, ça essaye d'aller. Et à côté de ça, je pense que aussi le fait que les choses commencent à s'équilibrer dans ma vie ont joué un rôle dans tout ça parce que le stress est une des causes principales de la dermatite séborrhéique. Donc, c'est un aspect de ce problème qu'il ne faut pas négliger. Si tu es quelqu'un de stressé de nature, essaie de trouver les causes de ton stress parce que ce n'est que comme ça que tu pourras t'en sortir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu me découvres. N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire, toi, les produits de soins que tu utilises pour sortir de ce calvaire. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est vraiment un calvaire. C'est dur, dur. À la fois physiquement, parce que ça se voit et tu te dis, les gens vont penser que tu es sale. Et psychologiquement, parce que tu te dis, mais comment en guérir? En plus de ça, ça démange. Comment te dire que c'est pas quelque chose que je souhaite, même pas à mon pire ennemi. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres expériences de vie et peut-être pour des talking avec toi. Bye!